Voilà, l'oscillométrie, ben, ça consiste à générer un signal oscillatoire, comme vous voyez ici. Le patient respire dans l'appareil qui permet de mesurer le débit respiratoire et la pression. Et vous voyez là, cette fois, j'espère que vous voyez le signal oscillatoire qui se superpose au signal respiratoire du sujet. Alors, l'analyse de ce signal va permettre d'en déduire les paramètres de mécanique ventilatoire. Alors, voilà à quoi ça ressemble en vrai. Le sujet respire, porte un pince-nez d'abord, il respire au travers d'un filtre antibactérien et il soutient ses joues. Je vous expliquerai pourquoi plus loin. Les signaux mesurés sont la pression, le débit et le volume qui est calculé à partir du débit. Et le signal qui entre dans le système respiratoire peut avoir une seule fréquence, ou ça peut être des impulsions, ou dans le cas de l'exemple qui est affiché ici, eh ben, ça peut être un signal complexe comportant plusieurs fréquences surimposées à la fréquence respiratoire du sujet. Donc c'est ce que vous voyez ici, ça ressemble un peu à du bruit sur la courbe supérieure. L'analyse de la pression oscillatoire qui est introduite par le signal surimposé permet de mesurer l'impédance respiratoire. Et ces deux composants, surtout la part résistive qui est en haut et aussi la réactance qui est en bas. Et cette analyse permet en fait, de séparer les différentes fréquences et de mesurer l'impédance à chaque fréquence qui est mesurée. La résistance, elle est dominée par le calibre d'éponge. Et dans une certaine mesure, il y a une contribution de la résistance des tissus respiratoires. Alors la réactance, elle est dominée par l'élastance tissulaire, c'est-à-dire la rigidité du système respiratoire. Sa valeur est de signe négatif, comme vous voyez ici. Elle est dominée essentiellement par l'élastance, vous voyez l'élastance en vert. Alors, elle est de signe négatif parce que les variations de pression liées à l'élastance ont un décalage dans le temps, elles sont un peu à l'envers des variations de débit. Et vous voyez que pour les fréquences basses, la contribution de l'élastance est très importante et au fur et à mesure que les fréquences augmentent, l'élastance diminue en termes de contribution et c'est l'inertance qui augmente. Et pour des fréquences moyennes, autour de 10-12 Hz chez l'adulte, alors là, dans le schéma, c'est un petit peu plus élevé pour les nécessités de vous montrer ça, mais il arrive un moment où bien l'inertance et l'élastance vont être égales et en sens opposé et vont s'annuler. Donc là, la réactance devient 0 et c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Au-delà de cette fréquence de résonance, vous voyez que la réactance devient positive, c'est qu'elle est essentiellement dominée par l'inertance. Alors, quels sont les paramètres cliniquement, disons, parlants et qu'on enregistre? C'est en haut d'abord la résistance. Bien, la résistance à basse fréquence ou à 5 Hz, elle représente plutôt la résistance de l'ensemble du système respiratoire. C'est-à-dire celle des voies aériennes, mais aussi celle des tissus respiratoires et des voies aériennes distales. Pour des fréquences moyennes, autour de 20 Hz, eh bien là, on a la résistance qui reflète essentiellement celle des voies aériennes de conduction. Donc, ces fréquences moyennes ne pénètrent pas très, très profondément dans le système respiratoire. Et il y a donc normalement, chez un adulte normal, il y a peu de différence entre la résistance à 5 Hz ou R5 et la résistance aux fréquences moyennes à 20 Hz. Mais dans certains cas, il y a une fréquence dépendance de cette résistance. Et cette fréquence dépendance de la résistance, c'est-à-dire, vous voyez que le R5 ici dans le schéma est beaucoup plus élevé que R20, elle a plusieurs origines. D'abord, c'est l'hétérogénéité mécanique.
qui accompagne souvent l'obstruction des bronches périphériques, les petites bronches distales, qui contribuent à la fréquence dépendance. Il y a aussi un autre facteur, c'est que les tissus respiratoires ne sont pas des corps élastiques parfaits. Donc, ils sont viscoélastiques, c'est-à-dire que quand on leur impose une force, ils mettent un peu de temps à se déformer. Et ça aussi, ça a un impact plutôt à basse fréquence. Ça contribue à augmenter R5. Et troisièmement, il y a un autre facteur qui contribue à la fréquence dépendance, c'est la compliance des voies aériennes et les joues, les voies aériennes supérieures, mais aussi les voies aériennes intrapulmonaires. Cette compliance-là, ça contribue aussi à la fréquence dépendance. Eh bien, pour la réduire, c'est la raison pour laquelle il faut appuyer sur les joues, comme ça, quand on fait la mesure, et soutenir le plancher de la bouche. C'est pour diminuer cette contribution de la compliance de la paroi des voies aériennes. Alors, en dessous, vous voyez la courbe de la réactance. Alors, quels sont les paramètres cliniquement, disons, parlant de la réactance qui sont mesurés? C'est d'abord la réactance à 5 Hz, que vous voyez ici. Eh bien, cette réactance à 5 Hz, ou X5, elle est dominée essentiellement par l'élastance du système respiratoire. Ensuite, il y a AX, ou la surface au-dessus de la courbe de réactance. Eh bien, cette surface au-dessus de la courbe de réactance, c'est la même chose que X5, mais à plusieurs fréquences. Donc, elle contient la même information. Du coup, elle est sensible à l'élastance tissulaire des tissus respiratoires, c'est-à-dire du poumon et de la paroi, mais également aux hétérogénéités mécaniques du système respiratoire. Et la fréquence de résonance que vous voyez ici, qui représente l'équilibre entre l'inertance et l'élastance.